Alors, Christian nous donne la parole. Je vais commencer par la prendre. Merci de la confiance. Alors, pour ma part, je dois me concentrer sur la session 4 pour laquelle j'étais rapporteur, dont je vous rappelle qu'elle traitait de la gouvernance et de la participation des parties prenantes. Cette session donc avait un tour de réflexion sur les institutions. Mais comme nous l'avons très vite remarqué, les questions qui ont été abordées l'étaient toutes à travers la situation qui est la nôtre avec l'émergence de l'intelligence artificielle dans la santé, qui est une situation d'innovation. La difficulté, les problèmes qui apparaissent viennent d'abord de la qualification précise de cette situation d'innovation. Innovation radicale ou innovation incrémentale. Alors, je vous rappelle que cette distinction entre innovation radicale et innovation incrémentale voulant dire euh, évolution plutôt que révolution. Innovation radicale signale une situation de révolution. Eh bien, cette distinction, elle est courante dans les savoirs économiques et de management de l'innovation. Et c'est intéressant, il est intéressant de réfléchir la situation avec cette tension entre innovation radicale et innovation incrémentale, c'est-à-dire entre révolution algorithmique ou bien évolution. Alors, en fait, sans aller plus loin à ce propos, il est bien évident que la table ronde la session qui nous réunissait, gouvernance et participation des parties prenantes, donnait à penser tout de même une situation vraiment d'innovation radicale, compliqué par le fait qu'il y a eu une première vague de transformation, qui est la transformation numérique. Donc, les innovations algorithmiques, finalement, ont été, si vous voulez, préparées par les innovations numériques. La santé numérique, la e-santé, d'ailleurs, n'est pas encore achevée dans son mouvement. Alors, ça perturbait les choses, mais finalement, du point de vue de la relation entre gouvernance et participation des parties prenantes, les choses étaient à peu près identifiées comme celles d'un bouleversement assez considérable pour les institutions de régulation éthique. Les institutions de régulation éthique, finalement, vivent aujourd'hui une grande difficulté à, disons, appliquer des protocoles, des process d'évaluation qui sont ceux d'avant la révolution numérique et algorithmique, notamment parce que ces institutions, elles sont notamment dominées par un marché des technologies, un marché que les gouvernements acceptent et qui est, pour sa part, dominé par des grandes entreprises, des grands comptes, des grandes firmes d'intelligence artificielle. Alors, les procédures d'évaluation, cela posé, si vous voulez, connaissent aussi un renouveau du fait de l'apparition de nouveaux entrants, de nouveaux acteurs. Parmi ces nouveaux acteurs, il y a toutes les populations en situation de revendiquer de l'aide du fait de leur vulnérabilité. Alors, par exemple, on a beaucoup évoqué avec Martine des populations en souffrance. Une des difficultés soulignées par Martine, c'est le fait qu'il n'y a quasiment pas de concept commun de vulnérabilité, alors qu'il y a des populations dans les différents pays d'Amérique latine qui connaissent des situations extrêmes de vulnérabilité. Donc, ces nouveaux acteurs, vous voyez, sont difficiles à identifier du fait notamment de la nouveauté en fait des revendications et aussi du fait que les nouveaux outils, j'arrive à un point très important, les nouveaux outils technologiques ne sont pas faits pour ces populations dans leur vulnérabilité. Voilà. Alors voilà, c'est un premier point. Vous voyez, situation, disons, d'innovation radicale, révolution algorithmique, acteurs d'une grande variété, d'une grande disparité, qui font que la situation d'évaluation éthique est compliquée.
Alors, ce qui apparaissait aussi, c'est que il y a un contraste entre des situations qui fonctionnent très bien pour l'évaluation via les instituts. Par exemple, l'Institut Pasteur. On a eu une relation d'un collègue de l'Institut Pasteur qui nous expliquait comment fonctionnent les procédures. Et puis, une situation qui est celle de l'état d'exception. État d'exception qui n'a pas attendu, disons, la situation de la médecine algorithmique pour exister, mais qui existe depuis les crises sanitaires d'il y a quelques années. Ce sont les crises sanitaires qui ont commencé à mettre en crise les procédures d'évaluation éthique en questionnant la vertu des institutions, en remettant en question les procédures éthiques d'évaluation éthique des institutions. Mais alors, il a été souligné le fait que la fragilité des écosystèmes d'évaluation qui avaient été révélés par les crises sanitaires et finalement s'avérait peut-être une opportunité pour se mettre en situation de modifier les pratiques d'évaluation à l'époque de cet autre changement qu'est le changement algorithmique. Alors, un dernier point qui a été soulevé lors de la dernière conférence, qui était celle du professeur Alessandra Lehmann, qui était très différent, hein, montrait l'ambiguïté de l'intelligence artificielle dans le contexte du changement climatique. Changement climatique massif qui a un impact sur les problèmes de santé, un problème de santé publique, problème de santé mentale aussi bien, de fragilité physique, psychique des populations. Et en fait, la professeure Lehmann mettait en lumière le paradoxe qui est que, en dépit du fait que l'intelligence artificielle augmente éventuellement la fracture énergétique environnementale, du fait de l'émission de gaz à effet de serre, du fait aussi du besoin en eau pour refroidir les systèmes, et bien malgré cela, il y avait un espoir qu'on peut mettre dans l'intelligence artificielle pour une santé globale en vue, par exemple, d'une prise en compte prédictive des transformations possibles qui permet donc de modifier l'approche éthique des systèmes institutionnels. Voilà ce que j'avais à dire et que je mettrai par écrit au moment où il faut le faire. Est-ce qu'il y a peut-être des questions ou des observations à la suite de ce premier rapport à compte rendu? Ah, on n'entend pas. Oui, si tu pouvais nous faire un peu une sorte de synthèse aussi de tes points d'étonnement. Ouais, j'espère avoir fini, moi, mais bon. Mon étonnement, il vient de l'effort qui reste à faire. C'est un point d'étonnement, un seul en fait. De l'effort qui reste à faire compte tenu de procédures d'évaluation éthique, notamment liées au travail des institutions, qui s'est patiemment mis en place. L'effort à faire demeure considérable. Il demeure considérable en regard donc de la vulnérabilité des populations. Alors, il y a des vulnérabilités anciennes comme la pauvreté, comme le manque de soins, comme le fait qu'on ne prête pas attention parfois à des populations qui sont discriminées ou dominées dans, par exemple, des politiques de santé. Voilà. Il y a de nouveaux acteurs, il y a de nouvelles problématiques. Et si tu veux, ce n'est pas un point d'étonnement, puisque ça recoupe ma propre philosophie de l'innovation, de l'intelligence artificielle. En réalité, les grands acteurs de l'intelligence artificielle, qui sont les nouveaux entrants dans le système de soins numérique et algorithmique, n'en ont que faire des problématiques éthiques.
Ce que veut la grande entreprise d'intelligence artificielle, c'est un marché le plus facile possible, avec des relais de prescription, par exemple l'État, par exemple les firmes pharmaceutiques qui vont utiliser les systèmes d'IA, qui sont des gens qui facilitent. Voilà. C'est-à-dire que mon point d'étonnement, mais ce n'est pas réellement un point d'étonnement, mais mon point de vigilance, c'est le fait de dire l'effort à faire, compte tenu de la nouvelle situation d'innovation radicale de la médecine numérique et algorithmique, c'est véritablement de recréer des procédures d'éthique de l'intelligence artificielle adaptées aux situations de santé qui, comme tu le sais mieux que moi, sont plus nombreuses qu'on pourrait croire, vont à l'infini pour ainsi dire. Puisque une question, je crois que vous êtes anthropologue. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il y a... Ah oui. Je vous retourne un peu la question. Est-ce que vous pensez qu'il y a une incapacité ou une capacité réduite ou limitée dans le monde actuel face aux techniques et aux usages qu'on en fait, de créer des formes, non, je ne sais pas s'il faut l'appeler d'anthropologie, mais d'appropriation culturelle qui rendent encore plus vulnérables les utilisateurs finaux par rapport à ceux qui leur proposent ces nouveaux usages, et peut-être développer pour savoir comment nous devrions, dans des projets de recherche, introduire cette dimension-là qui nous, peut-être juristes, qui nous échappe un peu pour nourrir cet accaparement des choses. Parce que, comme disait le doyen Carbonnier, si les gens s'approprient réellement la loi, restons-en à la coutume. Ouais. Oui, votre remarque, Christian, résonne avec la fin de notre discussion avant de déjeuner sur le raisonnement sur un temps long et de revenir sur les fondements anthropologiques de notre civilisation et des choix qui ont été faits en termes de hiérarchisation de priorités, mais qui n'ont jamais réellement été explicités et discutés. C'est-à-dire, donc ce matin, on discutait même sur des éléments qui sont rarement débattus, ou même avec Thierry souvent, entre d'un côté le capitalisme, le libéralisme, le néolibéralisme, le technodéterminisme, et comment finalement cet imaginaire qui circule n'est jamais réellement mis en évidence ou dialogué ou explicité. Et derrière, quel est l'idéal du bonheur et quelle est la promesse du bonheur par rapport à ce technodéterminisme ou ce technosolutionnisme. Et c'est des questions qui relèvent de l'imaginaire de notre civilisation. Et donc, la proposition qu'on faisait ce matin, c'est déjà peut-être de revenir sur les origines de cette civilisation dite hyper moderne, parce qu'il y a aussi la question de que veut dire la modernité, et à quel moment on a décroché par rapport à des ambitions de la modernité qui semblent avoir été oubliées sur les questions de droits de l'homme, de dignité. Donc ce matin, en fin de table ronde, on se posait la question de à quel moment on a décroché, et quelque part, on a désoclé les valeurs cardinales de notre civilisation qui étaient quand même nourries par des promesses d'une meilleure vie, d'une vie bonne. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau anthropologique? À quel moment s'est fait ce décrochement? Pourquoi il s'est fait? Donc on faisait certaines hypothèses, comme le tour de passe-passe sur la historicité, sur l'invention totale de soi, relatif au corps augmenté, au transhumanisme. Il y a une sorte d'idéal, en fait, d'une civilisation qui peut se passer de son historicité. Ça, c'est quelque chose quand même qui est à observer. Donc, d'identifier où se construisent les priorités et comment, à quel niveau il y a des systèmes de valeurs qui sont mis en avant, qui deviennent totalement antagonistes par rapport à l'histoire même de notre civilisation qui se disait a priori vertueuse en termes d'accès à tous, du bien-être le plus juste. Voilà, c'était là où on en était avant déjeuner.
C'est intéressant parce qu'on commence à voir les liens entre les différents ateliers. Le nôtre aussi, c'est qui avait pour titre dignité, liberté de la personne, démocratie, est parti effectivement. Et on faisait aussi le constat que derrière cela se cachaient beaucoup de choses autres, voire opposées à ce que nous étions censés discuter sous ce titre-là. Tout à fait. Et là où peut-être, enfin moi j'avoue, Oui. on discute avec Thierry sur l'amoralité potentielle de ceux qui sont néolibéraux. Moi, je fais comme hypothèse que c'est une manière naïve de considérer que des personnes qui sont aujourd'hui a priori dominants sur des questions de développement technologique sont non comment dire, structurées à partir de leur système de valeurs. Moi, je fais comme hypothèse que même alors peut-être que c'est une hypothèse totalement provocatrice, hein, mais que leur système de construction de leur système de décision repose sur une forme de moralité, que nous, on considère peut-être comme amoral, mais peut-être que c'est là où commence le débat. Quand on a en face de soi quelqu'un qu'on considère comme amoral, alors que nous, on est soi-disant porteur de la moralité. Donc, bon, enfin. Mais tu veux dire que ça veut dire concrètement que les technologies sont porteuses de valeur, que les technologies sont normatives, que l'innovation n'est pas du tout que économique et financière, comme il semblerait qu'elle le soit, mais qu'en fait, elles sont porteuses de valeurs qui, d'ailleurs, en effet, désoclent les valeurs traditionnelles, ce qui est très grave quand ça concerne les relations humaines et la médecine. C'est ça que tu veux dire? Pas que ça. Vas-y, Vanessa. Bon, alors, bon, d'accord. Il y a des éléments de débat, mais ici, je veux dire, on n'est pas pour redébattre de tout, on est là pour voir les points saillants des convergences entre les différents thèmes et de ce qu'il faudra. J'ai promis à notre ambassadeur pour qu'on ait une idée de ce qu'on pourra mettre ensuite dans notre projet d'académie dont on va discuter d'ici 1 heure. C'est pour ça que c'est intéressant de mettre ça en avant. Qu'est-ce qu'il va falloir effectivement? Quelles sont les priorités en termes de recherche, ce qui, je ne veux pas dire ce qui est le plus rentable, mais ce qui convient effectivement, il y aura des priorités à choisir, étant entendu qu'on ne peut pas avoir la prétention par nous nouvelle recherche, entre guillemets, de combler tout cet immense fossé qui nous attend et qui continuera sans doute en très grande partie à attendre d'autres que nous. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais c'est vrai que bon, on a tous beaucoup de choses à dire et moi le premier. Mais je vais répondre. Il y aura de nouveaux capitaines Nemo. Hum, voilà, c'est Solamente una precisión, creo que uno de los puntos en comunes que se trataron esta mañana fue que la tecnología en sí misma no era portadora de bueno o malo, sino que podía gatillar conductas positivas o negativas y que nuestro rol o nuestra posición en la sociedad sería situarnos de manera de converger y de manera de educar y de promover lo que ya conocemos como bioética, ¿no? de toute façon, les aspects positifs ou négatifs, c'est comme l'intelligence artificielle, elle est là aujourd'hui. J'ai co-dirigé un livre que j'ai volontairement appelé, puisque d'autres avaient fait l'intelligence artificielle vivre sans, je l'ai volontairement appelé l'intelligence artificielle vivre avec. Je crois que ça fait partie du principe de réalité. Effectivement, mais et là, la question qui se pose, on est tous d'accord qu'il y a des aspects négatifs et des aspects positifs, sauf que l'approche, si on donne à ces aspects une approche subjective, donc individuelle plus que collective, nous allons avoir autant d'approches que d'individus, bon, si je caricature un petit peu. Donc le questionnement, c'est de savoir s'il faut lui donner
une dimension collective, ce qui fait ressurgir, pose la question du qui est le collectif aujourd'hui. C'est les GAFAM, ce sont tel ou tel groupe dans la société en fonction d'une identité qu'ils ont ou en fonction qu'ils sont au contraire en recherche d'identité, ou faut-il, comme nous en parlions tout à l'heure, recréer un Léviathan, c'est-à-dire un État ou une autre structure comme l'Union européenne, etc., etc. Je ne me prononcerai pas pour savoir si M. Poutine est dans la suite de Hobbes. Y quizás siguiendo en línea con esto de si es bueno, si es malo, que se habló en la sesión de la mañana, un enfoque que la academia tiene como diferencial de los desarrollos comerciales o del mundo privado es que tiene la posibilidad de interactuar con la gente y que no tiene esos intereses que están en el privado. Y creo que una herramienta que suma valor en ese sentido es la posibilidad de codiseñar y co-crear, que se hablaron muchas veces en las sesiones, tanto hoy como ayer, el hecho de poder traer a los interesados, sentarlos en un espacio en donde haya alguna metodología, en donde se pueda investigar cuáles son los intereses por detrás de la sociedad en general, por detrás de desarrollar la inteligencia artificial, y más si hay un objetivo concreto para investigar y para promover. Creo que ahí la academia tiene un diferencial muy grande versus los desarrollos o iniciativas privadas que de alguna manera al fin termina siendo económico, y me parece que es interesante que sigamos navegando sobre el eje de codiseñar, co-crear, coproducir, invitar a los interesados en todas las etapas, porque es la manera que tantas veces se dijo en la jornada de hoy, de que los desarrollos sean éticos por diseño. Más allá de asegurar un protocolo seguro de investigación y de desarrollo, que la academia lo tiene muy aceitado, además sumarle esta capa de podemos traer a las personas que realmente van a hacer que por detrás de los datos y de los números que están en los algoritmos estén las personas representadas de manera adecuada. Continue. Merci. Bien, voy a hacer una relatoría corta de la sesión 1, en la que me permiten hacer en español, está traducido al francés también, lo vamos a compartir. La inteligencia artificial ha nacido cargada de promesas y de amenazas. Eso hemos visto en el decurso de las exposiciones. Ha suscitado a la vez entusiasmos y recelos. Tanto los entusiastas como los temerosos reclaman dotarla de ética para defender y empoderar a los seres humanos y a la naturaleza. Algunos incluso aseguran que podremos acabar con las enfermedades, con la muerte y crear una especie superior que inaugure un mundo de paz y felicidad. Ante esta visión tan optimista, Adela Cortina, la distinguida bioeticista que todos conocemos, se pregunta, ¿hablamos de ética o de ideología? ¿No se está dando por ciencia algo que no lo es para atraer suculentas inversiones o acaso ganar en la competencia por el poder mundial? ¿O estamos frente a un nuevo espacio de dominio y colonización? Esto ha sido también debatido de manera reiterativa. Las magníficas exposiciones realizadas nos plantean la necesidad imperiosa, ahora sí, de trabajar como geoestrategia para América Latina
en las siguientes líneas y proyectos, que es una agenda mínima que me he permitido resumir y que por supuesto será perfeccionada con las contribuciones de todos ustedes. Tenemos que empezar con un diagnóstico de la situación de la región. Unos países están más avanzados que otros, inclusive se conocen los presupuestos de inversión que tienen países como Brasil, 4 millones de dólares. Tiene un plan. Hay otros países como Ecuador que no tenemos ni plan ni el presupuesto. Y también hacemos contraste con países que están en la esfera del primer mundo, como la propia Francia, que tenía una inversión de 1.200 millones de dólares solamente para inteligencia artificial, disputándose con China y con Estados Unidos, los tres países que más han invertido en inteligencia artificial. Segundo, la integración digital del continente. Ese es un desafío muy complejo que tendrá que discutirse. Claro, cuando se pretende esto, estamos siendo ambiciosos de incorporar los estudios de farmacogenómica y de farmacogenética, utilizando los recursos de la biología molecular y de otras tecnologías como la proteómica, para ver cómo estamos en esa susceptibilidad de enfermedades, en tanto y en cuanto cómo se han comportado nuestros genes amerindios. Y claro, tenemos respuestas diferentes desde el punto de vista farmacológico, y esta es una tarea pendiente para el continente para saber qué es y cuál es nuestra susceptibilidad. El control de los espacios públicos por parte de los algoritmos y las tecnologías. El fortalecer la democracia en nuestros países, esto se ha reiterado muchísimo. Somos países con democracias muy frágiles y hoy la propia inteligencia artificial ya se presta a interpretaciones y a juegos que son muy peligrosos. Hay que actuar. Precautelar los recursos energéticos, ese gran potencial que tiene la Amazonía, el agua, los recursos forestales tienen que ser protegidos utilizando todos los sistemas de inteligencia artificial que puedan defender ese pulmón que no es solamente de América, sino del planeta, del mundo entero. La seguridad alimentaria y el agua están vinculados a este elemento. Fortalecer el control de enfermedades e incursionar en la medicina personalizada. Este es muy interesante. Y séptimo, incidir en los ámbitos de la educación, la pobreza y la inequidad. Ojalá pudiésemos con la inteligencia artificial disminuir esa brecha, acortar la pobreza y las inequidades. Ese es un desafío que subyace en el continente latinoamericano y que debemos trabajar mucho en eso. Formular el plan de inteligencia artificial para la región para el próximo quinquenio. No sé si quinquenio o decenio. Creación de una comisión consultora de expertos en la que se pueda orientar a países que tienen menor desarrollo para tomarle el pulso a este nuevo elemento. Y finalmente, hay que promover la creación de aspectos regulatorios en nuestros países que sean coordinados y promovidos por la Academia Franco-Latinoamericana de Bioética. Ojalá estos sueños se hagan realidad. Muchísimas gracias, Edmundo, por esta exposición. Y a-t-il des observations, des remarques, des suggestions? Non. Oui, non, on peut passer à la deuxième suggestion parce que la première, c'est toujours la plus difficile à faire. Donc, on peut directement passer à la seconde si c'est ainsi. Bon. Donc, on passe à votre rapport. C'est la suite. Ok. Voilà. Et on verra. No.
Donc, je vais me présenter pour celles et ceux qui n'étaient pas là à la session de ce matin. Donc, je suis Vanessa Nuroc, je suis philosophe et je pense que c'est important puisque mon approche est quand même une approche qui est marquée par le lieu d'où je me trouve. Donc, moi, je vais faire une synthèse qui est peut-être une synthèse plus en question aussi et en problème, en bonne philosophe, mais essayer d'apporter des solutions. Donc, j'ai essayé de dégager un problème général pour la session dont je m'occupe, qui est donc la conférence plénière qu'on a eue, enfin, la session plénière qu'on a eue hier sur IA et santé en toute fin de journée. Donc, j'ai essayé de proposer un problème général qui m'a semblé traverser toutes les interventions. Puis, il me semble qu'on est arrivé à la constatation d'un certain nombre d'obstacles et d'un exemple qui était particulièrement intéressant. Puis, se sont dégagés 6 points de tension ou de risque et ensuite des propositions de solutions sur lesquelles peut-être j'apporterai mon grain de sel. Alors, je vais essayer de parler lentement. Si jamais il y a des mots qui ne sont pas clairs, je peux essayer de les dire en espagnol si j'ai le vocabulaire. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre si nécessaire pour expliciter. Il m'a semblé qu'hier, le problème général qui se posait, ou qui a été posé, on va dire, était la question de savoir comment l'intelligence artificielle peut-elle être un facteur d'inclusion et de bien-être pour nos sociétés, donc dans le domaine de la santé, sans tomber dans le paternalisme. Le principal obstacle qui a été soulevé, notamment par les professeurs Suarez et Vergès, c'est l'obstacle que moi, en philosophe, je vais qualifier comme étant celui du technosolutionnisme. Manifestement, vous en avez parlé ce matin. C'est-à-dire l'idée selon laquelle la solution que l'on va trouver à un problème technique est une solution technique, ou le fait qu'on va focaliser sur la solution technique, voire en empruntant un terme peut-être un peu plus spécifique mais moins connu, du techno-chauvinisme, c'est-à-dire l'idée selon laquelle à un problème technique, la seule et unique réponse est nécessairement technologique. Donc c'est un cran de plus, si vous voulez, que le techno-solutionnisme, avec un exemple qui a été soulevé par la professeure Sanchez-Pi, qui m'a semblé extrêmement important et intéressant, et il me semble que ça fait vraiment partie des choses sur lesquelles il faut qu'on discute, et je suis ravie en plus que ce soit vous qui l'ayez soulevé, avec la question de savoir comment on peut justement penser les questions environnementales en lien avec l'IA, et la question de savoir si les problèmes environnementaux qui sont posés notamment à cause du développement des sciences computationnelles et des intelligences artificielles doivent nécessairement toujours être résolus en utilisant l'IA. Et je pensais à un exemple en vous écoutant hier, qui est l'exemple des data centers ici en Uruguay, et le problème de l'eau qui s'est posé notamment pour l'utilisation d'eau pour refroidir les centres de données en Uruguay qui ont abouti à une crise de l'eau potable il y a quelques mois. Et ce qui était intéressant, c'était notamment la manière dont il était souligné l'importance de proposer une approche qualitative de l'intelligence artificielle et pas seulement quantitative, on parle des données massives, éventuellement au cas par cas, de designer aussi les intelligences artificielles et d'éduquer les gens, les ingénieurs, mais aussi les usagers, usagères et citoyens, citoyennes. Et ça, il m'a semblé que c'était l'une des difficultés. C'était un peu les deux noyaux de difficultés qu'on a discutés, qui ont émergé hier, deux contributions qui étaient pourtant assez différentes, assez disparates, mais avec des nœuds qui revenaient. Alors, je passe maintenant au second point, qui est les tensions et les risques qui ont émergé hier. Alors, un point de tension qui est évident, qui a été aussi redéveloppé ce matin par Margot Barnelin, mais qui a été évoqué hier par Ganassia, c'est le partage des données, la préservation de la vie privée, qui est évidemment, quand on parle d'intelligence artificielle et de santé, l'un des problèmes fondamentaux.
Un problème qui est peut-être moins évident, et je suis ravie d'entendre qu'il a été abordé hier. Manifestement, du coup, je suis très frustrée de pas avoir pu assister à la session hier, qui est la question de la diversité des cultures. Comment faire pour prendre en compte la diversité des cultures sans tomber dans le relativisme? Il semblerait que Pascal soit un auteur, un philosophe très apprécié des juristes, puisqu'il a été dit vérité au-delà des Pyrénées, mensonge en deçà. Et effectivement, il me semble que c'est un deuxième nœud de difficulté, avec des problèmes qui sont aussi des problèmes très concrets, qui ont notamment été soulevés par la professeure Lopez, contexte de crise budgétaire, dépendance culturelle, scientifique et technologique vis-à-vis des pays industrialisés et des compagnies transnationales pour répondre à leurs besoins et à leurs objectifs propres. Et ça rebondit en fait sur la question du colonialisme qui a été discutée hier entre Thierry Ménissier et le professeur Granada, et je pense que ça, c'est vraiment une question importante. Mais je trouvais du coup que la présentation de l'INRIA dans ce contexte-là était vraiment intéressante parce que ça donnait l'impression qu'il y avait quand même un souci de monter une collaboration internationale sans colonialisme, d'autant que la France n'a pas été un pays très colonial, trop colonial en Amérique latine, donc c'était en Afrique, on aurait sans doute un rapport différent. Et je me demandais du coup comment l'INRIA pouvait être un modèle intéressant, parce que c'est vrai que vous avez fait une présentation qui était assez administrative, mais je me demandais du coup concrètement comment ça marchait, et je trouvais que ça rentrait très bien avec cette question-là, que ça pouvait être un peu une étude de cas en fait. Donc du coup, ça pourrait être intéressant d'en discuter. Le troisième point de tension qui m'a semblé émerger était la question de la responsabilité, qui a notamment été développée par le professeur Suarez. Comment bien éduquer les patients et les futurs soignants, soignantes à une bonne utilisation de l'IA en santé? L'un des problèmes qui a été soulevé par le professeur Ganassia, c'est notamment quand l'avis du soignant va différer de celui de l'IA. Et ça pose vraiment la question de la responsabilité. Est-ce que les soignants, soignantes vont essayer de se couvrir en n'émettant pas d'avis qui seraient différents des avis donnés par les IA? Et là, on voit bien que ça va aussi dépendre des systèmes de santé, du type de judiciarisation de la société. Je pense qu'aux États-Unis, la situation, par exemple, serait très différente de celle dont on discute nous, parce que les médecins intègrent d'emblée la dimension judiciaire, en fait, à leur choix. Mais ça, c'est une vraie question. Et la question du coup de l'éducation des soignants, des soignantes, et puis de nous tous et toutes comme patients, patientes, futures patientes, est un vrai problème. Quatrième question, qui me semble-t-il a émergé suite à l'intervention de Madame Vergès, c'est la question des risques. Et j'ai trouvé que la manière dont vous faisiez entrer la question des risques dans votre propos était vraiment intéressante, parce que vous avez notamment distingué les risques élevés et extrêmes, mais les risques élevés sont vraiment intéressants du point de vue éthique, du point de vue de l'éthicienne que je suis, puisque vous avez souligné qu'un risque élevé pouvait être considéré comme étant acceptable ou non acceptable. Et ça, c'est très intéressant. C'est pas parce qu'une chose est risquée qu'elle n'est pas éthique. Au contraire, on peut décider pour des raisons éthiques, pour des raisons morales, de prendre certains risques. Et ça, c'est intéressant. Parce que dans ces cas-là, l'une des questions qu'on peut se demander, c'est comment est-ce qu'on fait pour décider quels risques valent le coup. Et ça rejoint manifestement ce qui a été discuté là, la question de savoir quel choix est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qui nous importe, comment est-ce qu'on veut décider. Et donc, les indicateurs de risque ne sont pas nécessairement des indicateurs qui s'opposent à l'éthique. Ce sont des indicateurs qu'il faut prendre en compte. D'où le cinquième point de tension, qui a notamment été aussi pointé par le professeur Vergès, qui est la question de savoir comment articuler les valeurs avec des indicateurs. Ça, c'est une vraie question. C'est d'ailleurs une question sur laquelle travaille beaucoup l'UNESCO, soit dit en passant, mais ça, on ne l'a pas discuté hier. Et un sixième point de tension qui rebondissait sur des choses qui avaient été discutées le matin, qui était comment ne pas rigidifier et comment garder une forme de flexibilité, qui est fondamentale en santé et qui risque d'être contrariée par l'importation massive de la logique algorithmique. Alors, je passe maintenant au dernier point, qui sera beaucoup plus court, qui est la proposition de solution. En tout cas, comment un peu dénouer ces nœuds qui ont été, qui ont émergé
dans la session d'hier. Un point qui a été soulevé par professeur Suarez, qui était important, qui peut sembler basique et qui ne l'est pas, c'est la question de l'optimisation du temps. Et c'est ce sur quoi on a démarré la session. L'idée selon laquelle l'IA pourrait permettre aux soignants, aux soignantes d'optimiser le temps passé avec le patient, avec la patiente, pour mieux s'occuper du patient ou de la patiente. Avec évidemment en sous-texte, j'ai envie de dire, la question économique, puisqu'on sait bien que le temps, c'est de l'argent, et qu'on peut se demander si optimiser le temps du point de vue de certaines structures, ce ne serait pas plutôt permettre de voir plus de patients, donc en quantité, plutôt qu'avoir une relation de qualité accrue avec les patients. Donc je pense que cet indicateur de l'optimisation du temps, il faut le discuter, mais il faut se demander qu'est-ce qu'on appelle optimiser dans ces cas-là, et qui décide de ce qui est optimal. Et du coup, moi, je voulais mettre mon grain de sel ici en suggérant d'intégrer deux notions, en tout cas en m'interrogeant sur la pertinence d'intégrer deux notions. Premièrement, la notion de capacité. Deuxièmement, la notion de care, cuidado, puisque nous, en français, on garde le terme anglais parce qu'on ne sait pas comment le traduire correctement, on n'a pas les moyens. Mais vous, en espagnol, avec cuidado, vous pouvez traduire plus. Pourquoi la notion de capacité? Alors là, c'est un terme technique, hein, puisque je fais référence à Amartya Sen et à Nussbaum, qui ont des approches un peu différentes, mais pour ce qui m'intéresse quand même assez similaires, avec cette idée qu'il est important de s'interroger sur la possibilité pour les individus de faire des choix parmi les biens qu'ils jugent souhaitables, qu'ils jugent préférables, et de les atteindre effectivement dans la réalité. Et donc, la question qui se pose ici pour moi, c'est la question de l'encapabilisation avec l'idée de capabilities, donc des patients et des soignants, qui se distinguent de l'empowerment. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas une idée de puissance, c'est ce dont aussi on a discuté ce matin. Donc on voit qu'entre les sessions, il y a quand même pas mal de croisements. Ce n'est pas tant une idée de contrôle qu'une idée de permettre aux personnes, et dans le champ de la santé, ça peut être tant du côté des patients que des soignants, sachant qu'on est tous et toutes patients, patientes à un moment, même les soignants, et c'est ce qui ne font pas les meilleurs patients, hein, d'ailleurs. Et l'idée, donc, est ici de pouvoir encapabiliser les patients et les soignants en gardant ce dont on a discuté hier, l'hésitation, le choix et la créativité. C'est ce que le professeur Goldie m'avait mis en avant, avec la possibilité, du coup, d'ajouter à l'idée d'équité dont on a pas mal parlé, donc l'éthique du care, puisque l'idée ce serait, et je rebondis donc sur ma question de départ, la question de l'inclusivité et du bien-être en incluant la possibilité d'un choix démocratique. Et donc, trois questions à travers le care, ce qui nous importe, sur lequel manifestement vous avez déjà beaucoup rebondi dans pas mal de sessions, prendre en compte la dynamique du soin entre le récipiendaire du soin et le pourvoyeur du soin, celui qui donne le soin et celui qui le reçoit, sachant qu'en plus on peut changer de position, et se poser la question de la dimension institutionnelle, comment prendre soin de nos institutions, puisque le régime du soin, et on parlait ce matin de la sécurité sociale et de l'État-providence, est un pilier des sociétés démocratiques, en tout cas de certaines sociétés démocratiques. Et ce point, il est important aussi donc d'aller du niveau individuel, interindividuel, au niveau également institutionnel. Voilà, je m'arrêterai là. C'était un réseau de réflexion pour rebondir donc sur la question de départ, hein, que je repose pour finir. Comment l'intelligence artificielle peut-elle être un facteur, donc parmi d'autres, d'inclusion et de bien-être pour nos sociétés, sans tomber dans le paternalisme? Si. Même chose, y a-t-il des commentaires, des observations, des suggestions, peut-être des questions croisées autour le long de la table? En silence. Non. Donc je sens qu'on a besoin de café, que je vois une machine qui a l'air de ressembler à une machine à café, non? Ah ben voilà. Donc, est-ce que le café fait parler? Je ne sais pas. Bon, bah écoutez, moi j'ai pris, bon,
une autre chose. Oui, déjà. Notre ami Edmundo m'a facilité la tâche, il m'a déjà fait imprimer. Donc, je vous invite, comme je le ferai demain pour les autres rapporteurs, à m'envoyer leur petit texte. Il n'y a pas besoin de mettre des annotations, des bibliographies. L'essentiel, je crois que c'est de rester au cœur un peu d'une synthèse. Et puis, on enverra ça à chacun d'entre vous pour pourrez ajouter des choses qui permettront peut-être de faire du co-design. J'ai pas encore très bien compris ou très bien étudié ce qu'est évidemment le design appliqué, voilà, le design partagé appliqué à l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est le travail qu'on fait à l'UNESCO, qu'au prône l'UNESCO avec l'ensemble des acteurs? Est-ce un travail plus fin de terrain? Je sais que je n'ai pas lu de ton article, donc voilà. Le design, moi, c'est l'éthique, pas le design. Ah, l'éthique, oui, mais l'éthique, voilà, les deux se rejoignent. Et bon, voilà, donc je suis preneur. Donc, je veux dire, il reste des questions que nous ne sommes pas complètement posées ou que nous n'avons pas regardées avec suffisamment de profondeur. Et je pense que ces documents nous aideront peut-être à regarder un peu les choses. Moi, je pense qu'une remarque s'impose, elle est ambitieuse, hein. Il faudrait qu'il y ait un label UNESCO sur des applications d'intelligence artificielle en santé co-designées. Bon, oui, oui, c'est en soi une bonne idée, le problème des labels, vous savez. Quand on a fait la loi sur la recherche biomédicale en France, il y a des gens qui ont demandé si ça concernait les aliments. Il y avait des industriels intéressés à ce qu'on donne des labels à des yaourts. Ils sont passés par un comité d'éthique. Donc, la première question, il a fallu savoir, et des comités de recherche ont eu à se poser la question, savoir si des essais de nouveaux aliments qu'on ne pouvant revendiqués comme étant des alicaments au sens du droit européen devaient ou pouvaient bénéficier de l'avis d'un comité de protection des personnes. Et donc, ensuite, ils se seraient auto-labellisés en mettant comité, etc., avis numéro 134 avec la date. Donc, c'est toujours bien, mais c'est un petit effet pervers. Et même dans les labels qui ne sont pas au sens de l'UNESCO, une déviation de son travail, on voit bien qu'il y a des mauvaises conséquences. Quand on donne un label patrimoine de l'humanité, je pense aux l'église peinte, les églises peintes de la Vienne, qui passe du jour au lendemain à 2000 visiteurs par an, et encore, quand on trouve la clé pour obtenir l'ouverture de l'église, à quelques centaines de milliers par an qui vont respirer l'air et laisser effectivement de l'oxyde de carbone dans des endroits qui n'ont pas été encore tout à fait restaurés ou protégés. Ça crée aussi des problèmes effectivement liés au surtourisme. Donc même ce qui n'est pas comme label, ce qui n'est pas contestable au regard de la mission de celui qui les donne, peut parfois créer des effets pervers et involontaires. Et on le voit très bien, par exemple, pour le patrimoine de Vauban, comme il est donné à l'œuvre de Vauban, le petit mur supposé être de Vauban, je ne sais plus si c'est à Taïtou, il y a une forteresse, alors ça fait le bonheur du petit bateau qui fait la jonction avec la côte. Voilà, donc il faut aussi, hein, je suis désolé, je tire sur les labels. J'ai une question à poser puisqu'on vient d'horizons qui sont différents et je m'interrogeais aussi sur ce qu'on considère comme médecine et sur la manière dont en Amérique latine, il y a peut-être un rôle qui est différent de celui qu'on connaît nous en Europe pour la médecine traditionnelle. Et donc, si ça, c'est pas un angle aveugle qu'on n'a pas abordé, parce que moi, alors, hier, il y avait peut-être quelque chose à une session, mais on l'a très peu abordé.
Et je me demandais si ça, c'était pas quelque chose qui serait intéressant à discuter, puisque je vois qu'il n'y a pas de questions. Et moi, je suis un peu frustrée parce que j'aimerais bien apprendre des choses. Alors, la question, je suis désolé, mais je reprends la parole parce que j'ai écrit sur le droit international des questions pas de ce qui peut servir de ressources et organiser un certain nombre de réunions sur la médecine traditionnelle, notamment au Japon et en Chine. C'est un travail de 30 ans maintenant. Le traité vient d'être adopté au sein de l'OMPI. Donc, c'est un bon moment, effectivement, pour ce traité a mis plus de 25 ans à être rédigé, discuté effectivement, je ne sais pas le titre exact du traité de l'AMPI, mais ils appelaient ça les droits de propriété intellectuelle liés au folklore. Enfin bon, ça inclut pas seulement la médecine traditionnelle, il y a la médecine traditionnelle, et effectivement, il y a d'autres aspects qui sont liés au savoir traditionnel. Et notamment, premier aspect étant de les connaître. Et un certain nombre de savoirs étant oraux, ce qui pose le problème de la primo-connaissance quand il s'agit de propriété. Alors, des pays comme l'Inde, par rapport à la médecine ayurvédique et l'autre, j'ai oublié le nom, on crée des bibliothèques rassemblant effectivement les connaissances et classifiées de façon accessible en termes de nomenclature internationale correspondant aux nomenclatures institut de propriété industrielle et mis dans des langues, notamment l'anglais, parce que tout était écrit dans des langues locales et pas forcément la même. Donc l'Inde a fait ce travail, mais il y a d'autres pays qui ont à le faire. Voilà. Et là, il y a des systèmes qui sont proposés. Je vous dis, c'est un peu. Alors, j'ai publié, parce que j'ai fait une conférence il y a quelques années en Nouvelle-Calédonie là-dessus, sur ce travail. Donc, ça a été publié au CLUNET, enfin ce qui s'appelle aujourd'hui le Journal du droit international. Je pourrais retrouver, voilà. Mais depuis, les choses ont avancé. Allez regarder sur le site de l'OMPI. Mais effectivement, c'est un bon moment pour s'intéresser à ce problème, puisque maintenant, on a enfin ce traité. Alors, il y a aussi beaucoup de pays qui ont des législations, hein. La France a une pharmacopée réduite. Alors, à l'époque, je ne suis pas spécialiste de la pharmacopée d'outre-mer, on avait 19 produits. Et puis, on a une pharmacopée métropolitaine qui a disparu enfin, non, elle existe, hein, maintenant sous des réglementations européennes, alicaments, etc. Mais on avait eu dans notre histoire les herboristes et les herboristeries. Le diplôme a été supprimé. Alors là, on parle beaucoup du régime du maréchal. Il a supprimé le diplôme d'herboriste en 1941. Et donc, ceux qui sont un peu de mon âge ont vu encore des herboristes traditionnels qui fonctionnaient. Aujourd'hui, c'est absorbé par l'industrie et la pharmacie. Je crois qu'il reste encore un ou deux endroits à Paris où il y a ces grands tiroirs qu'on ouvre. Voilà, bon. Donc, on a aussi une histoire là-dessus qui peut être intéressante au niveau de la jurisprudence, de toutes les ambiguïtés. On a brûlé n'est-ce pas, des sorcières pour ça. Bon, il y a là, il y a pas mal de choses en termes historiques que vous connaissez sans doute mieux que moi. Il y a même en pleine Sologne un musée fort intéressant de la sorcellerie. Voilà. Mais Sí. je peux vous dire que dans les campagnes françaises, je vous donne la parole, les guérisseurs, eh bien, les gens y vont, hein. Bueno, lo que queríamos con el profesor Francisco León, justamente estamos trabajando en dos proyectos. Uno acaba de recibir un Fondo Nacional de Salud en Chile sobre la mapuchización de la medicina tradicional mapuche. Esto es inédito, o sea, recién salido, y estamos enviando dos publicaciones al respecto con otras universidades. Y bueno, la idea es seguir profundizando en eso.
Una es qué es lo que se entiende por medicina tradicional y a la vez cómo la bioética principalista, occidental, neoliberal, etcétera, se entiende o no, hace sentido o no desde los mapuche. Y ahí es donde ya no les voy a dar la van premier, pero tienen que leerlo, que es lo que nosotros estamos descubriendo. Luego hay otro trabajo que se está haciendo con el pueblo atacameño, que eso lo vamos a presentar el día jueves en Buenos Aires, y la relación con el medio ambiente en la extracción de las empresas del litio, que es como las mineras que extraen los recursos afectan o no al medio ambiente y a la cultura latinoamericana. Entonces, il y a deux travaux au Chili qu'on est en train de faire avec les Mapuche et les Licanantay, comment ça, sa relation avec l'environnement, l'impact climatique, l'extraction des lithios, ainsi que comment ça se communique ou pas avec la bioéthique occidentale. La question que je me pose dans ces cas-là, c'est est-ce que en termes ontologiques, on peut trouver dans les approches médicales, par exemple Mapuche, puisque c'est l'exemple et dans la manière dont se joue le rapport entre le soignant et le patient, des éléments qui pourraient nous permettre de réfléchir aussi à la manière dont on met en scène, on met en place ces questions-là en lien avec l'intelligence artificielle. Par exemple, par rapport au temps qu'on va passer, comment optimiser le temps, ce genre de choses. Il y a d'autres manières de voir les choses, c'est-à-dire pas seulement dans la manière de soigner, mais la manière d'appréhender le rapport entre soignant et patient. Est-ce que ça, c'est quelque chose peut-être qui pourrait nous nourrir? Sí. Hay dos cosas que hemos descubierto hasta ahora. Il y a deux choses qu'on a découvert pour le moment. Una es la relación con el medio ambiente, la dependencia, une c'est la dépendance avec l'environnement. L'autre c'est la réciprocité. Hay un sentido de reciprocidad, mais para los occidentales es dar y recibir, donner et recevoir. Pero para los mapuches, siempre, me pour les mapuches, c'est toujours la dette. Siempre queda la deuda. L'environnement est en dessous, en haut. Siempre el ambiente está por arriba que la persona. Esa es una gran cosa que nosotros descubrimos con una informante clave. C'est une grande chose qu'on vient de découvrir avec un informante. Porque nosotros pensamos en términos horizontales. No, pero ellos no. O sea, una cosa con la relación de la reciprocidad con el medio ambiente en los mapuches, chez les mapuches. Del otro modo, por la otra parte, con los atacameños, avec les atacameños, hay una relación con la extracción que es laboral, qui passe pour le travail, qui passe pour l'emploi, qui passe pour la dette, que habitent autour de la mine où ils extraient le litio, donde extraen y pasan de ser indígenas a ser empleados obreros. Donc, il y a une double relation. Hay una relación diferente y doble. Ils ne sont pas seulement que des indigènes, mais c'est aussi sont des paysans, sont des travailleurs, sont des gens avec pas facilité dans la vie, quoi. Entonces tienen dobles dificultades. Entonces ahí es donde se está viendo y creo, y je pense qu'ici on n'a pas beaucoup parlé de ça par rapport à l'intelligence artificielle et je pense aussi que par rapport à la contribution de la bioéthique, on doit dire que l'éducation, c'est la clé pour que les peuples indigènes peuvent s'approprier de l'intelligence artificielle si on les donne les instruments pour la connaître, s'approprier et la utiliser dans leur quotidien. Yo pienso que si nosotros los educamos y los hacemos utilizar las herramientas para que puedan empoderarse de la digitalización a través del litio, del litium, ¿no? Es la tecnología, pero hay que educarlo. Infodigitalización. C'est la démarche d'un certain nombre c'est la démarche dans un certain nombre de pays, notamment la Corée du Sud. J'ai rencontré, il y a une association de médecine
traditionnelle et ils se présentent comme des médecins. Il y a des hôpitaux de médecine traditionnelle et des formations. Et leur volonté, c'est d'avoir aussi des revues de recherche avec des modalités d'études modernes, des recherches avec des protocoles, etc., etc. Donc ça peut être un modèle intéressant. Je vais revenir un instant à l'UNESCO et à la bioéthique parce que il y a eu un grand débat qui aujourd'hui donne lieu, je crois que c'est, je sais plus si c'est 21 ou 23, il y a un article qui condamne le bioterrorisme. Et il faut savoir qu'il y a eu à l'UNESCO une bataille épique entre deux demandes. La demande des États-Unis, qui était encore à l'UNESCO, alors c'est au moment où on est au début des années 2000, où on est en train cette fois de dépasser la génétique et de rédiger une déclaration universelle sur la bioéthique, celle qui sera adoptée en 2005. Et donc, il y a une demande des États-Unis. Il y a eu les attentats au gaz sarin au Japon, à l'anthrax aux États-Unis, et puis il y a le terrorisme, d'avoir un article sur le bioterrorisme et sa condamnation, bien entendu. Et là, d'un seul homme, parce que c'est l'ambassadeur du Brésil qui représentait le groupe des États latino-américains et de la Caraïbe, une position ou une demande d'y mettre la biopiraterie, le pillage des ressources naturelles. Vous savez, les expéditions qu'on envoie en Amazonie au-dessus des arbres ou ailleurs pour repérer, trouver j'allais dire, des plantes ou d'autres choses dont on puisse tirer des molécules qui vont devenir de nouveaux médicaments, etc. Donc la bataille est là. Qu'est-ce que l'on doit mettre au point tel tout ça, c'était dans la définition du contenu de la bioéthique, une bioéthique classique biomédicale ou une bioéthique plus large qui couvrait l'environnement. Eh bien, on arrive le jour, enfin, on est dans la négociation intergouvernementale avant la conférence générale et l'adoption du texte. Eh bien, le vendredi, on doit constater qu'on est toujours à l'article 2 sur les définitions. Il n'y a pas de choix de faire autre chose que de renvoyer sans savoir en principe, il n'y aura pas il n'y a pas d'autre réunion du comité d'experts. Donc, ça va venir brut à la conférence générale. Et heureusement, l'Italie est là. Monsieur Berlusconi offre l'argent pour la traduction dans les 6 langues de l'UNESCO pour tenir une seconde réunion. Donc, nous avons donc une présidente italienne au début, pas à la fin. Et là, je vois au début, on repart où on en était, c'est-à-dire la bataille États-Unis, et je vois au début le Brésil qui se lève, et bon, je regarde avec mon voisin, d'autant que mon ami Volney Garafa, que j'appelle le Fidel Castro de la bioéthica, l'accompagnait, je me suis dit, là, c'est fini. Et le Brésil vient de dire qu'au nom des pays latino-américains, dans un souci de conciliation, ils acceptent la proposition des États-Unis. Alors, on n'avait rien compris. Le président, qui cette fois était uruguayen, lui avait bien compris. Pas d'obstacle, une demi-seconde, adopté. Et là, le Brésil a donné son explication de vote. Il a dit, bien entendu, pour nous, le bioterrorisme, c'est la biopiraterie. Voilà. Et oui, c'était loin d'être idiot parce que c'est le moment où les États-Unis sont sortis de l'UNESCO. Donc, évidemment, plus personne n'allait contester l'interprétation de ce que le bioterrorisme signifiait biopiraterie. Alors, ça se situe dans l'article 21 ou 23, j'ai oublié de mémoire, mais vous trouverez, l'UNESCO demande aux États de lutter contre le bioterrorisme. Alors, question, si on l'entend par biopiraterie, est-ce que c'est aussi une obligation positive de donner à ceux populations indigènes qui fabriquent, enfin qui utilisent effectivement des alternatives aux médecines dites occidentales, les moyens d'utiliser l'intelligence artificielle.
je vous laisse le soin d'utiliser l'argument de cet article. Travail. Je pense qu'on peut clore ce premier tour de table sur les rapports et remercier les rapporteurs et chacun de vous, et passer maintenant, toujours je vais dire, dans la suite de ce débat, à savoir effectivement qu'est-ce que l'idée d'académie et qu'est-ce que vous en pensez en tant que personne, mais en tant que aussi institution, quelqu'un qui travaille dans une institution, qui a présidé une institution, qu'elle soit dans le domaine de l'éthique, dans le domaine actif comme acteur scientifique, et comment vous voyez effectivement les choses. Alors, oui, mais bon, je préfère dire avant comment s'organise, de façon à ce que vous ayez le temps d'y penser, hein. Bon, c'est comme vous. Je termine, hein. Donc, pour résumer, ce qui s'appelle aujourd'hui Forum et qui a huit sessions, fonctionne depuis une quinzaine d'années à travers effectivement les réunions au Costa Rica, au Panama, au Chili, en Argentine, au Brésil, en Uruguay et au Paraguay. Hein, bon, je pense pas qu'on en a pas fait au Mexique sous cette forme-là. Donc, c'est un réseau qui est pas seulement français, puisqu'il y a des Européens qui y ont participé, espagnols, belges, croates, à divers moments. Et il représente, au Paraguay, nous étions 18 pays, donc une certaine représentativité des pays d'Amérique latine et de leurs institutions. Vous verrez dans les logos que nous avons aujourd'hui, il y a quand même à peu près 70 institutions qui co-participent. C'est un lieu d'échange, je vais dire, entre chacun, entre professionnels, universitaires, académiciens, et je dirais maintenant entre amis qui se connaissent, où personne n'impose rien à d'autres, où on essaye d'utiliser nos langues le mieux possible. C'est pas, voilà. Et donc aujourd'hui, l'idée, c'est de permettre à ce réseau d'avoir une plus grande visibilité et de bénéficier des canaux de coopération française, espagnole, il en existe, européenne, et puis latino-américain, à travers à Montevideo, il y a la CAF, qui est un fonds de financement, un peu comme la Banque mondiale, il y a la BID. Donc, pour cela, on a besoin d'avoir une sorte de projet avec quelques axes de réflexion, et surtout d'avoir une originalité, c'est de rester, même si nous abordons des questions anthropologiques, des questions conceptuelles, de rester dans le cadre des choses qui soient concrètes au quotidien, de façon à accompagner, à donner justement cette dimension anthropologique, cette dimension sociale, culturelle, de ce qui est peut-être un petit peu brut dans les relations, dans la façon dont les usages s'établissent, au moins dans un premier temps. Voilà ce que je voulais dire. On fait une pause et puis ensuite chacun prendra le micro et s'exprimera.